texte su, 5 minutes. Quand ça dépasse, je l'ai répété pourtant. Voilà, allez, bonne. Faut que je change de savon. Il est périmé. Il y a plus de savon. Si, il y a du savon. Bravo. Il y a du savon. Il n'y a pas de bulle. Il y aura une petite bulle. Non, mais je vais faire fonctionner ça. Ça, c'est plus efficace. Voilà. Donc, on fera fonctionner ça. Alors, c'est toi qui voulais passer? Ouais. D'accord. Alors, attends, déjà, je vais prendre mon truc. Vas-y. Alors, pour la première fois, le caméraman devant sa caméra, et moi, je vais aller derrière. Bravo. Dans le micro. Je vous préviens, c'est comme on dit, quelque chose, comme tu dis là, qu'on n'a pas préparé, que ça s'appelle comment? Une improvisation. Improvisation que j'ai travaillé pendant 48 heures. D'accord. Mon problème, c'est que j'ai tout à fait horreur de parler de moi. Parce que je suis un homme extrêmement modeste. Je passe toujours inaperçu. Et malheureusement, voyez-vous, tout cela est contrarié par une tendance que j'ai à dire toujours du bien de moi. Fatalement, il m'arrive de parler de moi, toujours en bien. Ça me gêne, ça gêne ma modestie. Après, ça se répète, et on ne sait plus d'où ça vient. Je ne dis pas surtout que c'est moi qui l'ai dit, parce que j'ai honte de dire du mal de moi. J'adore les autres, tous les autres. Quand vous me voyez et qu'en fin de compte, je passe devant vous et vous vous dites, il ne me regarde pas, c'est que j'ai un texte dans la tête que je suis en train de fignoler. Ça donne à peu près ceci. Très simplement, je parle par exemple de la conception du temps, qu'alors j'ai plusieurs conceptions du temps que je suis en train de travailler. Et en général, quand j'ai un neveu qui m'interrompt, je dis, je vais te parler tout haut de ce que j'ai dans la tête. 15 secondes, il se tait. Parce que comme c'est de la philosophie, et que j'aime bien philosopher comme les poules, qui philosophent, toute une poule, ça philosophe tout le temps. Et j'essaie de philosopher aussi bien que les poules. Le problème, c'est que on devient absolument imbuvable quand on se laisse aller à ses passions, surtout quand c'est de la philosophie de Madame Moussa. À certains moments, je sens que l'auditoire unique que j'ai prend beaucoup sur lui. Et après, je m'excuse. Mais quand on est philosophe, on aime tout le monde, car on comprend le monde dans sa globalité. Et moi, vraiment, j'aime les gens, tout le monde. Mais il y a des gens qui me font quand même des choses énormes, mais vraiment, qui sont méchants avec moi. Il y en a un que j'aimais pas. Ce type-là, il a laissé sa mère mourir de faim. J'étais assez scandalisé. Il a mis ses 2 enfants à la DAS, parce qu'il voulait prendre une autre femme qui voulait « je te prends et sont tes enfants ». Pas de problème, il a déclaré à la DAS comme n'ayant pas de famille. Ensuite, par hasard, j'ai appris que mes cousins étaient à la DAS. J'ai dit comment il a dit pas de famille, tout ça, etc. Je vous jure, j'ai eu envie de l'étrangler. Ce salopard, il s'est suicidé. M'a privé de ce plaisir. Et je lui en veux. Ah bah, bravo. Voilà, c'est une impro. Je dois dire que c'est pas mal par rapport à ce qu'on a eu une fois, quelqu'un qui a fait du stand-up. Si tu te rappelles, c'était en boîte. On a dû le couper parce que je sais pas, vous vous rappelez pour certains. C'était une improvisation un petit peu, il s'est planté, il a fait un gros bide. Et il était tellement pas content que le public n'était pas réactif qu'il a engueulé le public, il s'est mis le public à dos et finalement il est parti en nous menaçant j'aurai, Moussa, tu auras de mes nouvelles, je vais prévenir le ministère de la Culture. J'ai dit mais préviens-le, comme ça il va nous donner des sous. Voilà. Alors, allez, on va demander à
à notre doyen, parce que c'est souvent lui qui ouvre le bal d'ailleurs, à Robert Groom. Hein. Il a ses fans, il est malin Robert. Alors il est très malin. Vous savez, Robert, il se casse pas la tête. Hein. Il en a vu d'autres. Hein. Lui, il amène son public. Il est là à gauche, il est super. Et voilà, il est tranquille comme ça. Il n'y a pas... bon, si je ne plais pas aux autres, tant pis. Alors, vous savez que le grandir, c'est pas le café bavard. Je rappelle, le grandir, c'est comme un laboratoire. On peut essayer, on peut s'essayer. On est là pour grandir, dire des textes, essayer des textes. Voilà, pour un petit peu... s'essayer tout simplement. Alors ça donne ce que ça donne. Hein. Donc Robert c'est des textes que je crois il n'a jamais fait sur scène. C'est donc une nouveauté. J'ai horreur des redites. Voilà, je vais me redire alors. Et alors on le connaît pour ses poèmes coquins. Voilà, c'est presque sa spécialité, on peut dire. Il a tâté du bois et elle reste aussi. Il reste dans le dur, hein. Alors tu parles bien dans le micro et c'est bon. Bonsoir. Bien dans le micro en face. Oui, oui, je vais. Ça, vous m'entendez là comme ça? C'est bon. Un homme sage. Un village au fond de l'Auvergne, adossé à une petite montagne. Un village sans électricité, sans eau sur l'évier. On la trouve dans la cour, au puits. Dès que tombe la nuit, on s'éclaire à la bougie, à la lampe pigeon, au pétrole, dans certaines maisons. Le quotidien de ces gens, les champs. Tous les animaux de la ferme, la vigne sur quelques arpents, le vin qui vieillit en citerne. Tous écoutent le maire, également rebouteux. Comme maire, il marie les amoureux, indique le bon moment des semailles, guérit hommes et vaches du mal des entrailles, place les attelles sur les membres cassés, manipule les vertèbres déplacées. Ce matin, le vieux sage a fait une prédiction. Les gens l'ont écouté avec attention. Demain, vous n'aurez pas de soleil. Au champ, rien ne pousse sans le soleil. Que de changements pour les plantations. Un casse-tête pour prendre les bonnes décisions. Surprise, le lendemain, grand soleil. Tôt, ils viennent chez le maire à son réveil pour lui dire combien il leur avait fait tort. Le vieux sage, dans la nuit, était mort. Alors, un demi-coquin. Le gars Denis. Rue Blondel et Saint-Denis, tout le monde connaît Denis. Ses meufs travaillent pour lui tous les jours, tard dans la nuit. Quand ils jouent à la bolotte, elles montent leurs petites culottes pour attirer les michetons, qui ne rêvent que de tâter leurs nichons. Lui surveille le manège. Ses nanas, il les protège. Des histoires arrivent parfois, alors c'est lui qui fait la loi. Rue Blondel et Saint-Denis, tout le monde connaît Denis. Malheur à celui qui lui casse les noix. Dur, dur, Denis ne frappe qu'une fois sur celui qui l'oblige à quitter sa bolotte pour lui faire avaler sa glotte. Rue Blondel et Saint-Denis, on respecte le gars Denis. On garde pour le deuxième tour. Oui. Hein, on fera le deuxième. Il meurt lentement, celui qui devient esclave de l'habitude, refaisant tous les jours les mêmes chemins, celui qui ne change jamais de repère, ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements, ou qui ne parle jamais à un inconnu, celui qui évite la passion, celui qui ne change pas de cap, celui qui ne prend pas de risque pour réaliser ses rêves, celui qui, pas une seule fois dans sa vie, n'a fui les conseils sensés. Il meurt lentement,
celui qui ne voyage pas, celui qui ne lit pas, celui qui n'écoute pas de musique, celui qui ne sait pas rire de lui-même. Pablo Neruda. Je vais demander à... On va être dans la poésie. Liberté, j'écris ton nom. Il se reconnaît dans la salle. Yacine. Christophe, à toi. On a vraiment besoin des mots de la poésie parce que la poésie, je crois, en ce monde, c'est tout ce qui nous reste. Il y a tellement de violence autour de nous que la poésie est là normalement pour réconcilier les âmes, les cœurs. Et vraiment, c'est, je crois, le dernier carburant qui reste sur cette planète. Alors, Paul Éluard, Liberté, j'écris ton nom, par Yacine Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis heureux d'être parmi vous. Voilà. Alors, un petit moment de poésie. Éluard a écrit cette poésie-là en pensant à une femme au départ, sans mettre le titre. Il a mis le titre qu'à la fin. Et ce fut écrit durant l'été 1941. Voilà. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang, soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur les moulins des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur la vitre, des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis là, né pour te connaître, pour te nommer Liberté. Merci Christophe. Merci. C'est beau. C'est bien. Ça va, tu t'en es bien tiré. Hein? Quel temps fait-il? Comme d'habitude, un bombardement en Syrie, une prise d'otage en Iran, quelques émigrants aux frontières et un baiser d'espoir sur la terre. L'ignorance, c'est quoi? C'est quand un imbécile dit que Malcolm X était le premier acteur porno noir de son époque. Qu'est-ce qu'un poète brillant? C'est celui qui fait des vers luisants. Alors celle-là, je ne la dirai pas parce que j'ai peur de me planter. Mais tant pis, on est là après tout. Là, je vais le faire doucement. La langue française... D'où ça vient? C'est un ordinateur. Alors là, c'est chez eux là-bas, d'accord. C'est là-bas, il y a une régie au fond.
Oh, bah là, je ne vais pas la dire parce que je crois que c'est assez... Tant pis. La langue française ne souffre pas qu'on se trompe d'une lettre. Par exemple, si la langue achoppe sur anagramme au lieu de anagramme, vous êtes dans là en faisant analgramme. C'est bon ça. C'est des essais, hein. Oui, oui. Alors, les oiseaux amnésiques, quand ils s'envolent, c'est notre mémoire qui bat de l'aile. Je vous laisserai plus tard deviner ce qui n'est pas de moi. C'est très facile à trouver. Hein. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai chopé quelque part dans un tweet. Violé à ce point, il faut avoir une imagination féconde. Dire du mal des autres est une façon malhonnête de se flatter. Vous aimez ça? Excellent. Oscar Wilde. Alors là, la stratégie de l'art est niée. Ah oui, ouais, ça oui. C'est bien, je pense qu'il y a un bon niveau aujourd'hui. Hein. Chérie, tu te souviens comme nous étions heureux à 20 ans, mais on ne se connaissait pas. C'est bien ce que je dis. Un ami vint me voir et me dit « Je suis juste venu te dire une petite chose. » Laisse-la grandir, que je lui réponds. J'aime bien les gens humbles, genre moi par exemple. Je me vanterai jamais d'avoir réussi. Bon, le fait d'avoir tout raté, ça aide aussi. Alors celle-là, je la laisse. Dis-la. C'est bien grâce à ceux qui chantent faux que nous pouvons apprécier ceux qui chantent juste. J'ai déjà fait celle-là. Comme dit un ami sourd, ça dépasse l'entendement. Mais si, Jésus, qui l'eût crucifie, pas du tout. C'était vite ça, hein. Vous l'avez chopé ou pas? C'est quelqu'un sur qui on peut compter, mais jusqu'à combien? Alors, après, si on est dans la poésie... Ah oui, cette nuit, ma femme a rêvé de moi. En fait, c'était un cauchemar. Je l'ai réveillé, c'était encore pire. Une fois, j'étais en compagnie d'une femme ronde, bien en chair. Je lui ai fait ce compliment. J'aime vos rondeurs de l'esprit. Ah ouais? Finalement, je lui ai dit qu'elle était grosse et c'est tout. Si les politiques du FN sont convaincants, c'est qu'ils y mettent du leur. Un haïku. Je vous dis, c'est un haïku. Belle plume trempée dans la lune, belle plume trempée dans l'œil de la lune, rien n'éborne la lumière. Et je fais un haïku sans le savoir. Oui, oh, super. C'est un haïku, ça? On a des spécialistes. Hein. Et en plus, c'est beau. Hein. Alors, jour noir, une pomme, une cerise. Jour, ce que je redoute éclaire, m'éclaire. Ça haïku, hein, ça va vite. Hein. Je crois que j'ai mis trop de fruits, là, non? Oui, ça dépasse les 7 pieds. C'est quel pied? Je ne sais pas c'est quel pied. 5-7 pieds. Bon, ben écoute. On m'a conseillé de suivre mes rêves. J'y songe. Alors, un dernier coup. Mon Dieu, que c'est bon de vivre. Regardez cet arbre. Pas une femme à sa branche, juste au pied, un chien fidèle. Ils font la gueule, les gens, les haïkousiens, là. Je les vois. Qu'est-ce qu'ils nous font, là? Non, c'est pas un haïku, je le Un sais. petit poème. Oui. C'est joli. Je me suis essayé. Hein. Un féministe de tout poil et quelqu'un qui s'épile de toutes ses idées reçues. Voilà, il n'y avait que du... Merci. Il n'y avait que du Oscar. Hein. Je vais appeler un ami comédien qui est très connu chez nous, qui s'appelle Nafar Moualek. C'est un comédien kabyle, berbère, tout ce que vous voulez là. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il va nous faire aujourd'hui, mais en tout cas il sait qu'il ne doit pas dépasser les 7 minutes. Voilà. Je le laisse donc nous embarquer dans un de ces beaux textes. On a déjà entendu
On l'a déjà reçu ici. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'il va nous faire. Si au fond on peut éviter les chaises, les bruits des chaises, ou alors il faut parler plus fort que les chaises. Merci. Je te laisse le... Ouais, oh, J'en ai. je sais pas, je pense Est-ce que tu dois bouger beaucoup? je- Tu bouges ou pas? Non. Tu bouges pas? Super. En fait, c'est T'as de la voix normalement. Mets-toi plus à la lumière, là. un extrait d'une pièce de théâtre conçue pour être jouée par 2 personnes. Elle dure normalement 1h30. Votre serviteur va essayer de prendre un petit Parle un peu plus extrait, fort. puisque voilà, hein, il faut respecter la Il faut règle. être là pour que tout le monde puisse passer. Alors je prends donc un extrait d'une pièce. Elle est écrite en français par M. Areski Metreff, un journaliste et dramaturge à la fois. Et l'intuition du désert comme titre. Alors, voilà l'extrait que je souhaiterais livrer à votre aimable attention. Elle était jeune. Quel âge? Peut-être 20 ans. Mais l'âge, ma mère avait déjà 4 enfants à cet âge-là. Elle a connu un mec, un ouvrier. Imagine, elle est jeune, elle le trouve beau. Je vois. Plaît-il? Toutes les occasions sont bonnes pour ça, pour raconter sa vie. Je suis vexé, je ne dis plus rien. C'est lui qui a sauté sur l'occasion pour lui raconter sa vie. Mais lui qui? Le jeune homme, le personnage de ton histoire, mon futur père. Pour séduire une femme, on commence toujours par lui raconter sa vie. Mais quelle vie veux-tu qu'il ait à lui raconter à cet âge-là? Il avait 20 ans, c'était un gamin. Le même âge qu'elle? Ah, je le suppose, pour la commodité de l'histoire. Oh, ben moi je ne m'y retrouve pas. Il est arrivé de je ne sais où, un village un peu exotique, une oasis lointaine et ténébreuse, du côté de Benitchbana. Il a rencontré cette fille, ma mère. Ils ont filé un amour clandestin, un amour superbe sans doute, se faisant le moins voir possible. Mais, manque de peau, ils ont été vus. Oh, Big Brother, l'œil de Dieu. Mon oncle ne pouvait digérer ça. Un étranger avec sa sœur, rédhibitoire. Il va trouver le jeune étranger et lui demande de cesser d'importuner sa sœur. C'est un pléonasme que de dire qu'un étranger ne sort pas, n'aime pas une jeune indigène, qui lui rend bien d'ailleurs. Il l'embête nécessairement. Mon père refuse. Il méprise la menace de l'oncle. Et c'est là qu'il y a bagarre, coup de tête et tout et tout. Ils se battent pour de vrai. Mais cela n'arrange rien. Ouais. Ma mère était enceinte, mais personne ne le savait. Son frère décide de l'éloigner avec la complicité de toute la famille. Il l'enferme dans une maison à la campagne. Elle accouche. Tu vois, je suis né d'un attentat. Mais c'est pur qu'un attentat, mon pauvre. C'est la guerre. Et le jeune étranger apprend 2 choses. D'abord que sa bien-aimée était enceinte. Elle a accouché d'un garçon. Puis elle est enfermée dans une maison à la campagne dont il s'arrange pour trouver l'adresse. Alors, il a fait ce qu'aurait fait n'importe qui. Qu'aurais-je fait dans une telle situation? Il s'est rendu à la cachette de sa douce et a demandé à voir son enfant. C'est l'hérésie. Il est chassé violemment. Une autre bagarre? Non. Il s'en va. Et il ne se retourne pas. Je ne sais pas ce qui s'est dit dans sa tête.
Que s'est-il dit à ce moment-là? Deux possibilités. Ou bien, le combat est inégal, je jette l'éponge, tant pis. Mais non, il n'aurait pas dit ça. Mais qu'est-ce que t'en sais? Ou bien il a dit, j'ai pas que ça à faire. Gardez-la, votre fille. La terre de Dieu regorge de jolies filles. Il n'y a pas une autre possibilité. Peu importe, de toute façon, on ne le saura jamais. Donc, mon père disparaît. Ma mère rencontre un autre type. Il se marie. Moi, j'ouvre les yeux sur ce couple. Il était tout à fait normal que je le considère comme mon père. Tu vois, je grandis comme ça dans le mensonge. Le mensonge ne grandit pas son homme. Dis donc, les sentences philosophiques, c'est pour après. Après quoi? Monsieur, puis-je poursuivre mon histoire? Faites. Bon, j'ai évolué comme ça, dans ce climat. Les voisins, les proches, la famille, tout le monde était complice de ce mensonge. J'avais l'impression d'une conspiration pour me faire croire que cet homme qui partageait la vie de ma mère était mon père. Eh, dis donc, ça aurait changé quoi que tu le saches plus jeune? Je ne sais pas! De toute façon, je ne l'ai jamais su. Conséquence, je ne pose pas la question. Et le fait est, dans la maison, il y avait des photos qui m'intriguaient. Des pistes? Ouais, quelque chose comme ça. Un grain de sable. La mécanique ne tournait pas rond. Je vous laisse là-dessus. Merci Nafar. À bon détroit. Non, mais c'est bien. C'était parfait. Oui, tu veux rajouter quelque chose? Non, simplement dire simplement que cette pièce, maintenant je la reprends toute seule. Oui. Mon compagnon de binôme nous abandonne. Et de maintenant, je vais la travailler tout seul. Je fais l'un et l'autre. Et ça va durer 1h20. Merci Nafar. Vous aurez la nouvelle par notre ami Il n'y a Moussa. pas de... Non, tu viendras la donner ici. Je suis en train de la travailler. Celui qui a 2 terres, c'est un homme riche. Wow, d'accord. Alors, une petite nouvelle, je ne sais pas, vous l'avez peut-être entendu. Alors, vous connaissez la nouvelle, c'était le début, en fait, j'aurais dû dire ça, lui dire une nouvelle. Non, vous connaissez la nouvelle ou pas? Vous allez dire non. On l'attend. Voilà, c'est bien. Le noir, oui, la couleur. Si du moins le noir est une couleur. Eh bien, le noir ne nous appartient plus. Oui. Le noir est à présent à son auteur. Et il s'appelle Anish Kapoor. Le noir est déposé. Le noir le plus profond qui puisse exister absorbe la lumière à 99,935%. Eh oui, ça lui appartient. D'ailleurs, on ne dira plus noir, mais Anish Kapoor. Ça, c'est du Anish Kapoor. Il sera votre bête noire à venir. Vous êtes peintre, quelque part là, ben vous êtes cuit. Vous ne pourrez désormais plus utiliser le noir. Circuler, il n'y a rien à voir. Ou alors, il vous faudra payer des droits d'auteur à l'auteur Anish Kapoor. Ou alors travailler au noir. Sous K, au noir. Non, vous estimez que le noir vous appartient, qu'il vous appartient autant que la nuit, autant que le jour, et cela depuis la nuit des temps. Ne râlez pas, faudra vous y faire pour faire votre ombre au tableau. Vous ferez avec du gris, même si tous les chats noirs sont gris, ça vous embouche un trou, hein, noir. Hein. Quoi, vous avez chez vous un noir de chez noir et qui, toute la lumière éteinte, absorbe 100% la lumière? Bravo. Ben, faites valoir vos droits, déposez le brevet. Non. Voyez, même le rouge et le noir devront divorcer. Pauvre Stendhal. Je dois vous avouer que je suis un paria en ce moment. Ces lignes sont écrites à l'encre noire. Je n'ai rien déclaré. Reste que l'esprit est bien plus profond. J'espère que l'esprit est bien plus profond que le noir d'Anish Kapoor. Merci.
Alors, vous n'avez rien compris, hein. Je pense que vous n'avez rien compris. Mais c'est une vraie nouvelle. J'ai entendu aux infos. Donc, il y a un type qui s'est accaparé ce noir. Il a fait un noir profond qui lui appartient, qui absorbe donc la lumière à 99, eh bien, c'est déposé, c'est à lui. Et ben voilà, donc vous ne pouvez pas faire plus noir que lui, quoi. Non, le noir ne nous appartient plus. Il ne reste plus qu'à broyer. Que diront, oui, broyer du noir, et que diront les Africains? Je vous laisse sur cette méditation profonde. Je vais demander à notre ami Jean-Paul Reynaud de venir occuper le plateau. Je ne le présente plus, là. Je ne le présente plus, à lui tout seul, c'est un monument. Il prend beaucoup de place. Il a un ego mesuré et Mesuré. mesuré. Je ne veux pas dire nul. C'est bien ça. Non, non, pas démesuré. Sans micro, je pense, peut-être, comme tu veux. Peut-être. Après, je crois qu'il y a Monsieur Sanche. Georges Sanche. Georges. C'est bientôt la journée de la femme. Oui, bah, j'ai des choses aussi. T'as Oui. des choses là-dessus? Bah oui, j'ai des choses. Je me prépare. Alors un petit texte en l'honneur de Des femmes? la femme qui est la plus proche de nous, quoi, en général. Bah oui, ça dépend. Voilà. Qu'on voudrait parfois emmener sur une île déserte. Oui, s'il n'y a rien à jeter. Quoique. Tu sais, j'adore avoir du monde autour de moi, j'adore les amis, j'adore... Alors, c'est peut-être pas la peine dans ce cas-là. Voilà, là ça va? J'aime bien comme ça. Tu nous Alors, recommences. Bon, tu sais, j'adore avoir des amis autour de moi, j'adore le monde, j'ai du mal à vivre seul, alors si je devais me retrouver sur une île déserte, eh bien, tu vois, j'emporterais tout Chopin, tout est merveilleux dans Chopin, Beethoven, Mozart et tout, puis j'écouterais cette musique pendant toute la journée. Mais tu l'imagines, ma chérie, je me sentirais vraiment seul. Alors, j'emporterais plein de livres, j'emporterais Shakespeare, j'emporterais Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, bien sûr, et puis surtout, Chateaubriand et Proust. Les phrases, elles font au moins 10 lignes, alors ça occupe, tu comprends, mais je lirais ces livres en écoutant la musique, mais tu l'imagines, je me sentirais seul. Alors, j'emmènerais des tableaux, plein de tableaux, par exemple les figuratifs, narratifs, j'ai pas tout compris, j'aurais le temps. Bien sûr des reproductions, c'est évident, mais quand je serais fatigué de lire, je regarderais les tableaux pour essayer de comprendre ce que j'ai pas compris, mais tu l'imagines, je me sentirais seul. Alors, j'emporterai tout de toi. Tous nos souvenirs, tu sais, toutes ces nuits égoïstes, tous ces week-ends en amoureux. J'emporterai tout de toi. Tes plats au micro-ondes, ta télé-réalité, tes migraines. Et tu l'imagines, j'apprécierai ma solitude. Bien. Alors, vous savez que certains savent que je participe à un spectacle qui s'appelle L'un chante et l'autre pas. Comme mon partenaire avec qui lui chante n'est pas là, je vais en profiter pour essayer de chanter. C'est une grande première. En plus, a cappella. Mais vous connaissez la chanson, au besoin, vous m'aiderez s'il y a un souci. Elle avait sous sa toque de Marthe, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. Elle n'avait pas connu son père, elle avait plus de mère, et depuis 1900, elle vivait chez une vieille aïeule, où qu'elle s'élevait comme ça toute seule,
rue Saint-Vincent. Elle travaillait déjà pour vivre, et les soirs de givre, dans le froid noir et glaçant. Son petit fichu sur les épaules, elle rentrait par la rue des Saules, rue Saint-Vincent. Elle voyait dans les nuits gelées la nappe étoilée et la lune en croissant qui brillait blanche et fatidique sur la petite croix de la basilique, rue Saint-Vincent. L'été par les chauds crépuscules, elle rencontrait Jules qui était si caressant, car restait la soirée entière avec lui près du vieux cimetière, rue Saint-Vincent. Mais le petit Jules était de la tierce qui soutient la Gerce, aussi l'adolescent. Voyant qu'elle marchait pas au ventre, d'un coup de surin, lui troua le ventre, rue Saint-Vincent. Quand ils l'ont couchée sur la planche, elle était toute blanche, même qu'en l'ensevelissant. Les croque-morts croyaient que la pauvre gosse était crevée le jour de ses noces, rue Saint-Vincent. Elle avait sous sa toque de Marthe sur la butte Montmartre un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. Merci. Allez, pour comprendre pourquoi on enchaîne sur Georges Sand. C'est qui chante cette chanson? Elle avait sous sa toque de martre sur la butte Montmartre. Tu parles, c'est du toc sa fourrure. Un petit air innocent, elle l'a pas gardé longtemps. Elle était belle, mais ça dure pas. On l'appelait Germaine de Longilly d'Amer, la Bretonne, Katia ou Tatiana des pays slaves, Fatou ou Aïcha d'Afrique, ou d'ailleurs. Elle n'y est pas restée longtemps au sommet de la butte. Arrivée avec ses sacs en plastique, ce qu'elle connaît de Montmartre, c'est surtout le boulevard Rochechouart, une station de métro avec un petit jet d'eau, Pigalle, Moulin Rouge, tu tournes tes ailes, Place Blanche et Place Clichy, les petites rues, les impasses et les rebelles, où on peut faire une passe vite fait, bien fait. Et puis, les hôtels d'abattage, rue de la Charbonnière, rue de la Goutte d'Or, où faut faire du chiffre. Au suivant, au suivant. On en arrive à envier la mère Maquerelle qui distribue les serviettes. Elle, au moins, elle n'a pas besoin de faire le fallu de son corps. Il lui avait dit, carrossé comme thé, j'ai un ami qui peut te faire embaucher comme barmaid dans un établissement chic. Et puis, tu sais, je t'aime. Elle avait vite déchanté. On lui avait piqué son passeport. Plus de retour possible en arrière. Tu bosses ou tu prends une danse? Arrête! La brûle pas avec ta cigarette, tu vas esquinter la marchandise. File-lui un coup de bottin sur la tête, ça laisse moins de traces. Elle a pris souvent des coups. Plus souvent des coups que des caresses. Et encore, des fausses. Quoique, l'autre jour, il y a un client qui ne l'a pas traité de putain. Il lui a même offert une cigarette qu'il a roulée avec un peu de poudre blanche. Il devait y avoir du talc aussi. Pendant quelques instants. Mais après, la chute, la débandade, la dégringolade, le manque.
Oh, une petite picouse, juste une. Alors tu parles que la beauté, elle dure pas longtemps, hein. On est forcé d'accepter, du tout venant pour gagner son pain. Ah tiens, paraît-il qu'il y en a une qui marchait pas au pentre, qui n'a pas pris un coup de surin, comme dans la chanson de Jean-Paul, mais une overdose. Ses proxos l'ont forcé, et comme ça, ni vu, ni connu pour les flics, direction l'Institut médico-légal. Triste fin dans la fosse commune. Maintenant, c'est les boulevards extérieurs où l'on guette les voitures, des rebelles désertes, où l'on fait son affaire pour pas cher. C'est aussi les couloirs d'immeubles du quartier chinois, où c'est encore moins cher, et ça va plus vite. J'aurais jamais les moyens de me payer un camping-car, ou même de le louer pour travailler dans les beaux quartiers. Putain, qu'est-ce qu'on se les gèle avec ces parésies à grands trous sur le boulevard. Merci, Marthe Richard, d'avoir fermé les bordels. Au moins, on était au chaud. Merci. Ben, je vois que donc la journée de la femme c'est dans 2 jours. Ben, moi j'ai ma petite voilà, un petit message à faire passer. Ah, c'est bien ma journée à moi. Mais où va-t-on? Me faire engueuler par ma femme parce que je suis vieux? Me faire engueuler à chaque fois que je prends une ride là? Oui, je vieillis, et ce, chaque matin, parce que les rides, elles vous viennent lâchement le matin, pour vous gâcher la journée, qui déjà est gâchée par votre femme, qui vous engueule pour les rides d'hier matin, c'est de 9h18, et je passe les secondes. La vie est vraiment dure quand on vieillit, sous les yeux de sa femme. Mais vous ne pouvez pas arrêter la vieillesse, elle court plus vite que vos jambes, croyez-moi. Mais que répondre à « elle, vioque » Bah rien. Vous êtes alors aussi impuissant que dans le lit de la vieille, enfin de la veille. Vous voyez, car ma femme a aussi vieilli. Mais moi, je ne dis rien. Elle s'est tout refait le nez. Je ne dis rien. Refait les fesses, les deux. Je ne dis rien. C'est refaite même la rééducation, enfin, rééduquer, quoi. Ça lui a coûté d'ailleurs la peau de sa fesse gauche. Prélever un bout de vieille peau pour compenser une crevasse, là, sur le front. Mais je ne dis rien. Je pourrais lui dire, oui, qu'elle a un bout de truc, là, sur le cul. Merde, je l'ai dit. C'est comme ça que l'autre fois, elle m'a mis un coup de boule, oui, un coup de boule de pétanque, là. Violente, ouais. Elle a dû se refaire la dent avant. Sa dent de lapin. Mignon, non? Elle m'a remis un coup de boule à sa dent de lapin. Quand elle me frappe, non, je ne porte pas plainte. Pourquoi? Bah, parce que je ne suis pas une bonne femme, moi. Une mauviette. Ma femme, après tout, c'est mon âme à moi. Dur d'être vieux de nos jours. On pourrait revendiquer le droit de vieillir. Non, après tout, je l'ai bien cherché à vieillir comme ça, du jour au lendemain, devant sa tronche toute refaite. Jamais, jamais elle me dit qu'elle m'aime. Elle me dit juste « Ah, mon pauvre, à 20 ans, t'étais déjà vieux. Hein, tu trouves rien à dire, hein ?» Non, que je lui réponds. En vérité, je trouve toujours quelque chose à dire. Rien. Pourquoi je ne dis rien? Mais au fond de ma vieillitude, je sais qu'il n'y a pas d'âge pour vieillir. Et que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Là, en pissant, vous pissant dessus. Alors je continue, mine de rien, je continue de vieillir tout seul dans mon coin. Merci. Donc on va appeler Solena, la gouaille.
de Paris. Ah, je sais pas si j'ai la gouaille aujourd'hui. Hein. Peut-être pas. Si, t'as la gouaille, t'as toujours la gouaille. Non, j'ai pas trop la Alors, gouaille aujourd'hui. toc, J'ai la toc. baissé. Pourquoi? Un coup de Parce que j'ai froid. la crève pendant 15 jours. Oh mince. C'est bon. Est-ce que ça se monte, ça? Comment? Ça se monte, hein? Ça se monte, mais ça... Ça redescend. Ça redescend. Bon, alors je Ça vais monte que pour faire redescendre. ça comme ça, alors. Ça va aller? Oui, oui, je Il est au bon niveau? Tu veux Ah, que... moi, je n'aime pas attacher, moi. Tu préfères il a caché. Désolé. Bon, alors, Non, il ça a va pas caché. être facile, on va voir. Bah, il faut s'attacher. Hein. Je suis pas habituée, moi, je l'aime bien en main. Bah, là, je vois pas comment tu peux faire. Bah là, on va essayer, on va se Tu débrouiller. essaies comme ça? Oui, c'est Alors, pas très attention. pratique. On est statique, là. Ah oui, je sais. Donc, ce sont des chansons sur Paris qui montent pas trop, parce que j'ai pas trop la voix. Je suis l'auteur des 3 chansons, mais je vous donne le compositeur. Le premier, c'est Balade dans Paris, c'est Alain Fréty, qui est décédé il y a 5-6 ans. Il avait un studio d'enregistrement. Vous connaissez pas du tout les textes. Peut-être Robert. Est-ce qu'on a du son? Un petit peu. Alors. Excuse, mais Tout à l'heure, on avait trop. je suis au four et au Jean Moulin. Et là, on n'a pas grand-chose. Ouais. Et on a le technicien qui est pas loin. Alors, oui, mais je vais faire un bruit, hein, tant pis. Oui, mais on recommence à 0. Là. Je pense faire ça. Alors, excusez-moi. C'est bon. Attention. C'est parti. Attends, hein, 2 secondes que je règle ici. Voilà. J'ai écrit ce premier texte dans les années 75. Ça remonte. Vas-y, ça va. Je me promène dans Paris pour m'imprégner un peu de sa vie. J'ai un peu de temps cet été, je suis allé me promener, non pas sur les Champs-Élysées, quartier beaucoup trop fréquenté. Je suis parti sans but précis dans les petites rues de Paris. Là je m'aperçois que la vie est triste, seule et sans amis. Je me promène dans Paris pour m'imprégner un peu de sa vie. Je me promène dans Paris pour oublier le gris de ma vie. Assise tranquillement sur un banc, je contemple son fleuve long qui coule inlassablement. Et je regarde les passants. À côté de moi, Notre-Dame, toujours majestueuse et calme, et semblable à toutes ces femmes qui nous dévoilent tout leur charme. Je me promène dans Paris pour m'imprégner un peu de sa vie. Je rejoins enfin les Tuileries pour nourrir les moines de Paris. Au quartier Saint-Michel, étudiants et touristes conquis. Puis je bagnaude à Saint-Germain, flânant devant les magasins. Il me faut rebrousser chemin pour reprendre mon petit train-train. Je me promène dans Paris pour oublier le gris de ma vie. Je me promène dans Paris pour m'imprégner un peu de sa vie. Je me promène dans Paris
gris de ma vie. C'est un peu grave, mais C'est très grave. c'est grave. Ah oui, Très grave ce qui vous arrive. C'est surprenant, Ah, je hein. suis surpris. Donc c'est linéaire, mais bon, on va essayer de tenir. Je vais voir comment je vais prendre le ton. Alors, on fait la deuxième. Vas-y, on essaye. Donc ça, c'est le compositeur est Bailly Baldov, c'est un luxembourgeois. On est toujours dans Paris, gare de Lyon. Comme j'aimerais que revienne le temps de ma joie de vivre d'antan, en espérant que mes tourments disparaissent l'espace d'un instant. Je ne sais pour quelle raison je suis entré dans ce salon au restaurant Gare de Lyon, attiré par ce beau garçon. Pour oublier tous mes problèmes, j'ai rédigé un court poème. Pourrais-je l'offrir tout de même à cet homme méritant qu'on aime? Comme j'aimerais que revienne le temps de ma joie de vivre d'antan, en espérant que mes tourments disparaissent l'espace d'un instant. J'ai déposé ce billet doux sur la table à côté de vous, espérant éveiller en vous votre intérêt d'homme de goût. Et puis sans me retourner, je suis sorti d'un pas pressé, mais en chemin il m'a arrêté, mon poème l'avait bouleversé. Une histoire autobiographique qui remonte. Comme j'aimerais que revienne le temps de ma joie de vivre d'antan, en espérant que mes tourments disparaissent l'espace d'un instant. Nous avons d'un commun accord repris d'autres routes dehors, en direction mon petit port, havre de paix où l'on s'adore. Mais le temps a passé trop vite, je me sentais toute petite dans les bras de ce lion intrépide. J'oubliais ma vie insipide. Tout cela n'a duré qu'un jour et ne pouvait rester toujours. Mais il a comblé mon cœur lourd par ses yeux tendres de velours. Comme j'aimerais que revienne le temps de ma joie de vivre d'antan, en espérant que mes tourments disparaissent l'espace d'un instant. Et la dernière, ça concerne un clodo qui habitait mon quartier dans le 12e, qui a disparu maintenant, et donc je vous raconte sa vie. Je m'appelle Roro, je vis dans le 12e, je ne suis pas beau. La vie ne m'a pas fait cadeau. Dans le quartier, c'est moi le clodo. Sous la voie de chemin de fer, je dissimule ma grande misère. À chaque saison, même l'hiver, je suis un exclu de la terre. Toute la journée pour subsister, je trie malgré toute la saleté. Dans les poubelles, des tas d'objets pour les vendre ou les recycler. Vous m'ignorez, je m'appelle Roro, je vis dans le 12e, je ne suis pas beau. La vie ne m'a pas fait cadeau. Dans le quartier, c'est moi clodo. Devant mon abri de fortune, j'entends toutes les vies nocturnes. Et si je compte pour des brunes, c'est qu'elles ignorent mon infortune. De ma voie de chemin de fer, je dissimule ma grande misère. À chaque saison, même l'hiver, je ne refuse pas un petit verre. Vous m'ignorez, je m'appelle Roro, je vis dans le 12e, je ne suis pas beau. La vie
Clodo. J'aime aussi mon copain Momo, c'est le plus grand des alcoolos. Sa vie n'est pas de tout repos, aux yeux des autres, c'est le rigolo. Bouteille de rosé à la main et portable de l'autre main. Il crie, gueule, vocifère sans fin, imaginant faire son destin. Je vais rester propre, je suis pas un cave. Les gens me critiquent, ça me gave. Je me sens normal, je suis pas un zouave. De ma voie de chemin de fer, je vous racontais ma grande misère. À chaque saison, même l'hiver, je ne refuserai pas un petit verre. N'ignorez plus, je m'appelle Roro, je vis dans le 12e, je ne suis pas beau. La vie ne m'a pas fait cadeau, mais il a du cœur Clodo. Yes. Solena, merci. Tu t'en es bien tiré. Oui, j'ai essayé. Bravo. Alors avant d'appeler un comédien ici, c'est Sophia. Sophia, 2 secondes, Sophia. Alors, je te présente quand même. Avant de te présenter, je me suis permis de faire un texte sur les artistes anonymes. Donc vous savez, les artistes anonymes, je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup. Enfin, vous connaissez le centre des artistes anonymes. Il existe, il est dans Paris. J'ai été faire un tour à une certaine époque. Aujourd'hui, je reviens sur scène. Ouais, je vais mieux. Merci. Après une longue absence, ça va. Rassurez-vous, je vais bien. Pour moi, c'est fini, je ne touche plus à cette saleté. Hein. Je sais ce que j'ai enduré de cette maladie insidieuse qu'on appelle grande vedette. Je ne le souhaite à personne. Avec ça, je me suis tapé quand même une cirrhose de l'ego. Et pas de greffe, il n'y a pas de donneur. Hein. L'ego, tu parles, on le garde pour soi. Hein. Oui, mais quand même, avec modération. Ma cirrhose de l'ego, moi, ça a été jusqu'à l'état de célébrité avancée, avec des effets de rôle secondaires insupportables. Sans compter l'addiction d'être connu, reconnu. Mais aujourd'hui, ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va. Ça va, puisque je vous dis que ça va. Je suis sorti aujourd'hui, personne ne me reconnaît. Hein? Non? Personne. Je suis plus vedette. Je suis clean, sobre. Plus de planches. Ou alors, avec modération, comme aujourd'hui avec vous, je me permets cette petite scène. Petite, c'est vrai, petite. Hein. J'ai connu plus grand, l'Olympia. Non, ça va, ça va. C'est l'enfer que de vouloir être quelqu'un de connu. Ne commencez jamais une carrière d'artiste. Ne touchez pas au show business. Vous croyez que vous êtes l'horizon et le soleil et que le monde se lève quand vous vous levez? Illusion. Aujourd'hui fini, j'ai plus la grosse tête. Je peux passer sur n'importe quelle scène sans me ramasser. Mon truc, j'ai plus de talent. Attention, j'ai travaillé pour. Hein. Oh, c'est pas donné comme ça. Pas chez comme certains, c'est inné. Je me mesurais jamais à lui, là. C'est naturel chez lui. Comment je m'en suis sorti? Grâce aux artistes anonymes. On était un bon groupe. Là, il y avait Martin Ettal. Ouais, Martin Ettal. Vous connaissez Martin Ettal? Celui qui faisait dans... enfin... Ettal, quoi. Bref, là, il était là comme n'importe qui, malade comme tous les autres. Voilà, je suis Martin Ettal. Et tout le monde a fait, celui qui ne le connaissait pas. Bonjour Martin Ettal. Il était dans une salle, un sale état de célébrité, je vous dis pas. Et il nous déballait toute sa carrière.
voilà qui dit, moi, ça a commencé par une petite série à la télé. Au début, j'étais un débutant avec un petit rôle. Je me suis dit, ça va pour toi, Martin, t'es un petit, mais encore un petit rôle et pour la route. Et petit à petit, voilà que je suis devenu, voilà ce que je suis devenu. Après vinrent les grands petits rôles, et puis le grand rôle, puis après c'est l'ascension, l'apothéose, la consécration. J'ai même joué le rôle de Dieu. Je n'avais aucun mal à le jouer, j'étais Dieu. C'est tout. J'étais bon, meilleur que Dieu même. Et tout le monde dans la rue m'arrêtait. Salut Dieu! Salut humain! Et je signais. Je ne savais même plus qui j'étais. Je signais, là, je signais. Et c'est là que ma vie a basculé. Excusez-moi. Voir Martin Ettal en personne chialer comme une merde, là j'ai eu un choc. Fini, ça m'a lobotisé, là, un truc comme ça. Alors tout à l'heure, je vais sortir de la scène, normal, comme n'importe qui. S'il vous plaît, je vous demanderai de ne pas me harceler. Pas de photo, pas d'autographe. Vous inquiétez pas, je suis bien, je suis moi, je suis moi. Oh là, excusez-moi, ça va passer. Voilà, je vais quitter la scène, là. Je vais sortir doucement. Soyez indulgents, hein. Même si vous me trouvez génial. Hein. Applaudissez-moi, juste un peu, pas trop, hein. Allez-y, merci. Pas plus que ça, pas plus que ça, là. Vous en faites trop, là. Ça suffit, merci. Je vous aime! Merci. Merci d'avoir accueilli ce texte. Sachez que j'écris mes textes quelques heures avant le grand dire. C'est en vrac, c'est fait. Bon, c'est un laboratoire ici. On peut s'essayer ici. Pas au Café Bavard, mais ici on peut se permettre. On est un peu en famille, c'est intimiste. Eh bien, c'est à toi, Sofiane. Sofiane, il appartient à une école, il dira lui-même laquelle. Ouais, Pascal Parsa. Comment? Chez Pascal Parsa, acte 21. Voilà, acte 21, Pascal Parsa. Ouais. Alors, il rend un hommage à Delpech. Ouais, bah, que J'espère que c'est un hommage. Ouais, Parce que des fois, c'est un dommage. Ah oui? Non, je rigole, hein, tu connais. Oh, c'est pas grave. Bien sûr. Alors, je te règle ça. Ouais, bah, règle le son bien. Vas-y, est-ce qu'on t'entend bien déjà? Oui, oui, ben aujourd'hui, je rends un hommage ce soir à Michel Delpech qui a disparu début janvier 2016. Il aurait pu avoir 70 ans cette année. Bon. Mais il a bercé mon enfance, ma jeunesse, et puis je me rappelle chez moi à la maison, quand j'étais en famille, j'écoutais ses chansons. Et ils m'ont bercé mon enfance et ma jeunesse jusqu'à maintenant. Je suis un peu triste, mais c'est pas grave. La vie continue. Ben, je vous applaudis, et puis bon, ben, merci d'être avec nous ce soir. C'est à vous, maintenant. Ça va? C'était l'occasion, la bande aux copains, le coca, le ciné, le Madison Twist et les petits baisers sur la bouche des fiancés. C'était nos 15 ans, c'était only you, les boutons, le printemps, les poupes du samedi, les 6 piches à 100 francs de les grands-parents. C'était en Vendée, sur ma mobilette de... Je traînais parfois pour te raccompagner chez toi. C'était nos 15 ans, la révolution sans rien faire, en parlant les films interdits aux moins de 18 ans, les premiers cheveux dans le vent. C'était nos 15 ans, salut les copains, le lycée, le camping, les dimanches au golf et les photos d'Elvis,
qu'on collectionnait en rêvant. C'était en Vendée, je jouais pour toi les jeux interdits. Tu ne connaissais rien, je n'en savais pas plus que toi. C'était bien. Ça va tout le monde là? Tranquille? Ah, je vois que tout le monde fait la tête là. Non. Ok. C'est bon? C'est bon. Il y avait du texte normalement. Merci Sofiane. Alors, on ne connaît pas ces paroles. Ah, ça arrive, j'ai le track. Merci, on l'applaudit. C'était le track. Hein. C'est pas grave. On l'applaudit bien fort. Merci. C'est bon. Donc avant d'appeler, j'allais dire Madame Haïkou, non. Ça t'honore de dire Madame Haïkou. C'est une spécialiste de l'haïku. Voilà. Elle n'aura pas besoin, je crois, de... Je peux m'en aller? Comment? Reste là, tu vas signer des autographes tout à l'heure. Oh non, je pense que si je dois faire quelque chose. Tu fais comme tu veux. Bon, bah, à la prochaine, peut-être pour... C'est bien, c'est c'est ça qui est bien. Vous savez... Allez, merci, au revoir. C'est 4 du dessus, mais croyez-moi, je ferai mieux. Merci Sofiane. Tu sais, on échoue une fois, mais on échoue pas une deuxième. T'as pas échoué, tu l'as fait. Mais non, tu l'as pas échoué. J'ai pas échoué, hein. Tu l'as pas échoué, tu peux rester si tu veux. T'as pas échoué. Je suis un peu... Mais non, assieds-toi. Oh non. Ah, il faut assumer ça. Assieds-toi. T'as pas échoué. On l'applaudit, allez. Assume, Sofiane. Il faut toujours assumer. Dans ce que tu as fait, il y a du très bon et il y a du mauvais. Donc, prends le très bon. Allez, on continue avant juste... on va voyager dans le conte. On va faire un voyage quelque part très loin, comme ça. Si certains volent de leurs propres ailes, eh bien lui, Bim Babou vole de ses propres mains. Eh oui, Bim Babou était le plus grand voleur de tous les temps, et certes le plus habile. Son nom même, dit-on, il l'aurait. Vous allez demander l'heure à Bim Babou. Il vous la donnera avec précision. 1h45 et... Qui connaît Bim Babou a les poches vides. Oh, une fois, il avait chapardé une grand-mère encore en bon état de marche. Oh, s'il était là, Bim Babou, il vous déroberait vos deux oreilles que vous n'entendriez ni goutte ni robinet qui goutte. Mais Bim Babou volait surtout les riches pour donner aux pauvres. Et quand les pauvres devenaient trop riches, il les volait à leur tour. L'argent pour Bim Babou n'avait de valeur que s'il était donné, c'est pourquoi il donnait sans compter, ou du moins il ne comptait que sur ce qu'il volait. Bim Babou n'avait jamais vu le ciel de sa vie, comme d'autres n'avaient jamais vu la mer ou leur père. Et quand il leva les yeux pour la première fois, le ciel lui lança ce défi. Si c'est bien toi, Bim Babou, le plus habile des voleurs, peux-tu me délester de tout ce que je possède? Mes étoiles, mes rubis, ma lumière, mon soleil, ma lune, ma vérité, ma lumière, mon éternité. Bim Babou le peut, dit Bim Babou qui s'apprêta aussitôt à voler les cieux,
Comment? D'abord, il monta sur un petit tabouret de bois. Là, il se mit à tendre ses mains, ses bras, se mettant même sur la pointe de ses pieds, mais il n'y parvenait pas. Il constata tout de suite, car il n'était point bête, soit que ses bras fussent trop courts, ou que son butin fût trop éloigné. Alors il médita longuement à la manière d'attraper son magot céleste. Hélas, il n'attrapa qu'un lourd sommeil de plomb. Bimbabou dormait. Au matin, sitôt réveillé, il leva les yeux au ciel. Il était nu comme un désert dépouillé. Quoi? Bimbabou, voleur volé, il y avait donc plus habile que lui. Mais voilà qu'il se dit, il reste encore cette grosse pièce d'or. Cette grosse pièce d'or n'était autre que le soleil. Il reviendra bien la prendre et cette fois, c'est lui qui sera pris. Ainsi Bimbabou se mit à regarder de toutes ses prunelles, à fixer de toutes ses prunelles sa grosse pièce d'or, quand d'un coup elle fut tirée à l'horizon, disparaissant. En fait, le soleil allait se coucher, mais lui croyait que c'était la main invisible du voleur. Puis il vit les étoiles une à une reprendre leur place avec la pleine lune. À cet instant, Bimbabou voulut s'étonner, mais il ne s'étonna point pour la bonne raison qu'il n'avait point d'étonnement sous les yeux, sous la main. Alors il alla le chercher bien au fond de sa tête. Tout au fond là, il se saisit d'un énorme étonnement, genre « Waouh !» Avec il s'étonna si fort qu'il tomba à la renverse. Et tête en bas, pied en l'air, le voici dans le pays du ciel. Il rangea son étonnement et se saisit de son émerveillement. Avec il s'émerveilla. Il marchait sur les étoiles, les ramassa une à une, et alla même décrocher la lune, mit le tout dans son capuchon, puis alla chercher le soleil encore tout chaud à l'horizon, le mit dans sa poche. Capuchon, poche, tête remplie et yeux remplis, Bimbabou rangea son émerveillement et se saisit de son emballement. « Oh !» cria-t-il à son voleur d'étoiles, « quand on vole bien, on vole tout, on ne laisse rien !» Ainsi, Bimbabou était le plus grand voleur de tous les temps, et certes le plus habile, il venait de cambrioler le ciel. Et tête en bas, pied en l'air, le revoici sur terre. Bimbabou voulut reprendre sa route, et la nuit était noire, si noire qu'on ne voyait que cela. Et à cet instant, Bimbabou comprit, comme vous venez de le comprendre, s'il voulait retrouver sa route, il lui fallait rendre la lumière au ciel. Alors il prit de son capuchon les étoiles, la pleine lune, en croqua juste un petit bout, alla chercher le soleil encore tout chaud dans sa poche et lança au ciel tout son trésor. Et la route de Bimbabou fut éclairée jusqu'au bout de sa vie. Ouais, tout peut se voler, dit Bimbabou, sauf la lumière du monde. Je vais demander à Mariella de venir, je ne sais pas avec quoi. Alors c'est plutôt une sorte de slam. Ah, d'accord. Une sorte de slam. Alors, je pense que le micro est bon. Du sang sur la neige. Du sang sur la neige. Il y a du sang sur la neige. Le sang de l'hermine, le sang de la Vierge sacrifiée sur l'autel de l'amour. Les primes verts en manteau de misère, c'est la terre qui crie famine. Du sang sur la neige, sur nos mains, sur la cime des arbres. Fil rouge de l'innocence crucifiée.
Du sang sur la neige, une robe blanche sur un épouvantail. As-tu fait ton deuil des illusions perdues? Le silence est d'argent, les étoiles d'encre, la nuit se referme sur un terrible secret. Du sang sur la neige, des notes qui dévalent un torrent. Entends-tu la voix d'Isis? Derrière la montagne, parois de glace, dôme de sel, mystère sacré. Du sang sur la neige. C'est ma parole que tu n'entends pas. Couple. Petit matin blême, corps longiligne, amphore de la guitare. Un doigt de pied dépasse, bouscule le guéridon qui tangue, langue de bois, sexe, alcool et philosophie. Bientôt, gueule de bois. Miroir, miroir, suis-je la plus intelligente, la plus perspicace? Je te fais une dédicace, longue vie à tous nos ressacs. Les états d'âme sont interdits. Bientôt, l'heure grise, l'heure indécise, le grand flou de la solitude. Le stylo écrit tout seul sur la page nue de nos incertitudes. On se drape dans des pudeurs tardives. Le verre de trop a un goût amer. La parole est sous contrôle. Je voudrais qu'on parle d'amour. La prochaine fois, étreins-moi comme si j'allais tomber à la renverse, chemin de traverse. Entre les doutes, laisse-nous une route, un chemin éclairé, une porte ouverte sur l'espoir. Mariella. Merci Mariella. Alors, je vais appeler Muriel. C'est prévu Muriel, hein. Je te laisse le micro, tu le sens. Le problème, c'est que oui, tu voudrais j'ai une gestuelle et tu peux bloqué, alors. J'aurais pu à la main, mais là, c'est pas possible. Bah voilà, tu fais sans. Je vais essayer de faire sans. Sinon, si on n'entend pas, je ne sais pas si tu vas faire. Je sais que c'est un texte su. Je vais te couper le... Oh, ça fait du bien. C'est vrai. Mais normalement, on devrait se passer tout ça. Si on avait un petit peu de... On met un peu la gomme. Alors. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, le 8 mars, c'est la journée de la femme. Mais, bouge pas. Oui. Plus fort, plus fort. J'ai pas commencé, là. J'ai pas commencé. Hurle. Attends, non, tranquille. Oui, la journée de la femme, tu parlais, tu disais. Mais je vais pas faire sur la femme, voilà. Sur l'homme, alors. Eh ben, c'est toi qui l'avais dit. Mais... Oui, tu as raison. Oui, moi je fais la... En fait, elle a raison. Le 20 mars, on fera sur le thème de... Enfin, c'est la journée de la femme, mais nous on fait la journée de l'homme. D'habitude, on entend, il n'y a rien, c'est bon. Pourquoi? Parce que c'est la seule journée où les femmes peuvent taper sur l'homme. Donc, ce jour-là, elles vont y aller, elle a tout compris. Elle a vraiment bien compris. Comment? Oui? Il y a du monde qui arrive. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas entendu. Moi, je disais que le 9 mars, oui. Le 8 mars, c'est la journée de la femme, le 9 mars, il y a l'éclipse. Ah, j'ai compris, c'est astucieux. Oui, on va essayer de s'éclipser alors. Bon, alors, on t'écoute. S'il vous plaît, au fond, si vous pouvez ne pas faire du bruit, merci. Merci, c'est gentil. Voilà. Le silence t'écoute. Son nom, c'est Martin. Il est chercheur. La première fois que je l'ai vu, c'était en sortant de l'autocar.
J'étais descendue à mon arrêt habituel, avenue Salingros, et j'empruntais le trottoir qui mène à la nouvelle porte de la bibliothèque, en face du petit centre commercial. Bref, je le voyais devant moi, ce jeune homme, mais je ne faisais pas attention. Cependant, comme il faut marcher 5 minutes avant d'arriver à cette sacrée porte, j'ai continué à regarder ce qu'il me montrait de lui. Ses jambes, son dos, sa nuque. Oh, non que j'éprouve un plaisir particulier à regarder les garçons, ce n'est pas mon genre, vous êtes bien d'accord. Mais je n'avais que ça à faire. Parce que je ne suis pas du style, moi, à me promener muni d'un défonceur d'oreilles qui vous bombarde de la musique morte directement dans le cerveau. Ce n'est pas ma tasse de thé. Dans le bus, je les vois, tous ces zombies. L'un branché sur son iPod, l'autre sur son portable, l'autre a tapoté son clavier. Pas un seul de ces avachis pour lire dans le bus. Jamais. Ce serait trop d'efforts. Et vous voulez ensuite qu'ils viennent s'instruire dans nos rayons? Non mais regardez-les, c'est débranché du bulbe. C'est impossible. Impossible. Par bonheur, Martin marchait devant moi sans téléphone et sans écouteurs. Je l'ai remarqué tout de suite. Ça m'a plu, je l'avoue. Je n'avais pas encore vu son visage, mais déjà, j'imaginais le front haut, les yeux pensifs, la lèvre volontaire. À la place du marché, il n'a pas obliqué vers le centre commercial. Il a pris en direction de la bibliothèque, comme moi. Et c'est alors que je me suis rendu compte à quel point, dès les premiers pas, sa nuque m'avait subjugué. Car enfin, n'y a-t-il rien de plus fascinant qu'une belle nuque? Une nuque, c'est une promesse. Un résumé de la personne entière par sa partie la plus intime. Oui, intime. N'est-elle pas cette partie du corps que jamais vous ne pourrez observer vous-même? Ce bout de cou, faiblement chevelu, tendu vers le ciel, n'est-il pas le derrière de la tête? La dernière révérence, l'envers de notre esprit. La nuque de Martin, c'est tout ça. Des épaules carrées, se fondant harmonieusement dans un élan vertical. Des cheveux bouclés, caressant cette partie de la peau comme pour en adoucir la fermeté première. Un doux équilibre, prometteur, dans lequel on peut voir déjà la force du corps et l'intelligence de l'âme. Combien je l'ai admiré ce jour-là. Je vais vous dire quelque chose. À propos de sa nuque. Non, parce que j'y ai beaucoup réfléchi. Eh bien, un soir, j'étais là, à mon bureau. J'avais un livre dans les mains et j'allais le ranger. C'était un livre assez costaud, broché en dos carré. Et comme je le replaçais, je l'ai regardé une dernière fois entre les autres. Et ce livre de dos m'a fait soudain penser à quelque chose. Mais à quoi? Eh bien, sans mentir, j'ai eu une révélation. À la nuque de Martin, oui!
Et là, j'ai compris. Qu'est-ce que le dos d'un livre, sinon sa nuque? Oh, pas la peine de me regarder comme ça, hein. On voit bien que vous ne passez pas votre vie au milieu de gens et de livres qui se tournent le dos. Moi, cette découverte m'a bouleversée. Le pire, c'est quand Martin parcourt les rayons. Alors là, j'aperçois le plus beau tableau qui soit. La nuque de Martin, résumé syncrétique et universel des fesses inviolées de l'homme, se faufilant au milieu des centaines de livres qui eux aussi montrent leur derrière. Il y a la portée de mes bras. Heureusement qu'il y a 2000 ans de civilisation derrière moi, hein, et le ficus entre nous, sinon... Ce bruit, vous entendez? Voilà qu'il monte les rideaux. On ne va pas tarder à ouvrir les portes. Mais j'y pense, on est dimanche aujourd'hui. Martin pourrait venir. Bon, ben je vous laisse, hein. Je vais mettre mes bijoux. On ne sait jamais. C'est un extrait du roman de Sophie d'Ivry qui s'appelle La Cote 400. Voilà. La Cote 400 étant une cote de bibliothécaire. Voilà. D'accord, bah, oui, c'est technique, hein. Il faut être instruit, hein, quand même. Hein. Je commençais à te présenter le ma petit nuque. truc, un truc de bibliothécaire. Je commençais à te présenter ma nuque. Bah maintenant, on sait à quoi s'en tenir avec toi. Je te tournerai volontiers le dos. En tout cas, merci donc d'avoir assisté à ce grandir et d'avoir grandi ensemble. Alors, il y a eu des trucs comme ça, hein, donc c'est des variations sur la scène, hein, des très bonnes choses, des bonnes choses et des choses. Voilà. Une manière élégante de dire les choses. Merci. On peut, pour ceux qui le souhaitent, se restaurer sur place. Voilà, on peut donc se rejoindre. Lumière, s'il vous plaît. Voilà. Et je vous dis le prochain, donc c'est en avril. Donc soyez alerte à vos mails, etc. Merci en tout cas. À bientôt. Ça c'est la version. Allez,